Une nuit, le fleuve Sahel s'est immobilisé sans préavis, brisant d'un seul geste le rythme attendu d'une région habituée à vivre sous la contrainte hydraulique. Ce blocage, d'abord perçu comme une opération technique ordinaire, a rapidement révélé une rupture politique d'ampleur. En figer l'écoulement revenait à exposer des années de dépendance accumulée, de contrats opaques et d'arbitrage extérieur qui ont longtemps limité la maîtrise nationale de l'eau. Dès lors, comment un acte posé par Ibrahim Traoré peut-il bouleverser à la fois les perceptions internationales et l'horizon vital de millions de Burkinabés ? Une recomposition silencieuse, pourtant décisive, commence déjà à se dessiner. Lorsque le fleuve Sahel s'est arrêté, l'événement a semblé d'abord s'inscrire dans la continuité des ajustements administratifs habituels. Pourtant, à mesure que les heures passaient, il est apparu qu'un tel geste redéfinissait bien davantage que le simple fonctionnement d'une infrastructure hydrique. La promesse centrale, tenue en une idée concise, comprendre comment une ressource vitale peut reprendre son rôle souverain, devient alors l'axe autour duquel se rejoue l'équilibre national. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'eau qui irrigue les champs, alimente les quartiers ou soutient l'économie locale, mais la capacité du Burkina Faso à s'affranchir d'un modèle où les décisions cruciales dépendaient d'acteurs extérieurs. D'un autre côté, l'arrêt du fleuve introduit une incertitude palpable, celle d'un pays qui doit simultanément absorber les réactions internationales, répondre aux inquiétudes techniques et gérer les attentes d'une population qui voit dans cette rupture une chance rare de repositionnement. À partir de là, une question guide le spectateur. Le pays dispose-t-il réellement des moyens d'honorer l'élan qu'il vient d'ouvrir ? Un chiffre longtemps dissimulé aux marges des rapports techniques refait soudain surface. En 2020, plus de 80% des recettes issues de l'eau du Burkina Faso étaient captées par des entreprises étrangères. Et c'est précisément cette donnée, apparemment anodine, qui devient le point de bascule expliquant pourquoi Ibrahim Traoré a jugé nécessaire d'interrompre le fleuve Sahel pour reprendre la main sur une ressource vitale. En parallèle, une autre révélation se superpose. Le système hydrologique national, supposé fonctionner en autonomie, reposait en réalité sur des dispositifs brevetés à l'étranger. Les capteurs, modules de pompage et logiciels essentiels étaient liés à des serveurs européens, rendant impossible toute modification sans l'intercession technique d'acteurs extérieurs. Cette dépendance, connue de quelques ingénieurs mais rarement assumée publiquement, transforme l'arrêt du fleuve en révélateur d'une architecture de contrôle longtemps tolérée par nécessité. Il est important de noter que même les données hydrométéorologiques, le cœur de la prévision, de la gestion des risques et de la planification agricole, étaient collectées ou validées par des satellites hors du territoire. Cela signifie qu'avant la fermeture des vannes, le Burkina Faso pilotait son eau sans posséder pleinement les instruments permettant de la contrôler. L'écart entre souveraineté affichée et autonomie réelle devient ici trop clair pour être ignoré. D'un autre côté, les premières réactions internationales montrent l'ampleur géopolitique de ce geste. Certains gouvernements occidentaux s'inquiètent d'une déstabilisation régionale et qualifient l'acte de sabotage. Des institutions financières comme le FMI suspendent des prêts essentiels, signalant que la rupture hydraulique déborde largement son cadre technique. Simultanément, à Ouagadougou, les manifestations spontanées indiquant une lecture intérieure bien différente. Pour beaucoup, l'arrêt du fleuve n'est pas une provocation, mais une réparation face à des décennies de gestion extérieure perçues comme injustes. À partir de là, une cohérence se dessine. Si l'arrêt du fleuve a soulevé tant d'émotions, c'est parce qu'il expose une dépendance profonde et qu'il ouvre la possibilité, encore fragile, d'un contrôle retrouvé. En parallèle, un ingénieur hydraulique d'Ouagadougou devient l'un des premiers témoins directs de la rupture. Dépêché dès les heures suivant l'arrêt du fleuve, il inspecte les barrages avec son équipe et découvre que plusieurs modules essentiels, capteurs, régulateurs, logiciels de pilotage, reposent encore sur des protocoles connectés à des serveurs européens. Cette constatation, technique en apparence, révèle l'ampleur d'une dépendance que le public ne soupçonnait pas. Pour lui, l'événement ne marque pas seulement l'arrêt d'un flux d'eau,
mais la mise à nu d'un système où chaque action locale restait suspendue à une validation extérieure. D'un autre côté, à quelques kilomètres, une commerçante d'un quartier animé observe la même rupture sous un angle entièrement différent. Pour elle, les variations d'approvisionnement décidées ailleurs ont longtemps dicté l'ouverture de son stand, influencé ses revenus quotidiens et rythmé les habitudes de son quartier. Le jour où l'annonce a circulé, elle raconte que les habitants sont sortis discuter dans la rue, non pas dans l'euphorie, mais dans un mélange de prudence et d'espoir, celui de voir s'interrompre un cycle d'injustice hydrique vécu au quotidien. En ajoutant une autre perspective, ces deux récits, pourtant éloignés, convergent vers une même compréhension. L'ingénieur voit la dépendance depuis l'intérieur des infrastructures. La commerçante la vit dans la régularité fragile de ses jours. Ensemble, ils montrent que l'impact de l'arrêt du fleuve dépasse les débats diplomatiques. Il touche la technique, la routine, la stabilité et l'imaginaire collectif. Toisdiem Muchot, ce qui semblait abstrait devient tangible pour ceux qui en subissent les effets immédiats. En parallèle, la séquence politique s'enclenche avec une vitesse inattendue. Tout commence lorsque le gouvernement annonce officiellement la suspension intégrale des accords liés à la gestion du fleuve Sahel. L'information circule rapidement, presque brutalement, comme si une normalité longtemps tolérée venait soudain de se fracturer. Derrière cette déclaration, l'empreinte décisionnelle d'Ibrahim Traoré apparaît immédiatement rompre les automatismes, reprendre le contrôle, déplacer le centre de gravité du système hydrique vers l'intérieur du pays. À peine les accords suspendus, les équipes nationales, ingénieurs, techniciens, soldats sont déployés sur les principaux barrages. Leur mission est double, sécuriser les infrastructures et empêcher toute intervention extérieure susceptible de restaurer les dispositifs antérieurs. Les documents techniques révélés quelques jours plus tôt, brevets détenus par une société suisse, données contrôlées par satellites étrangers, recettes siphonnées, fournissent la justification d'une opération menée dans l'urgence. D'un autre côté, cette activation rapide choque les partenaires européens qui n'imaginaient pas une rupture aussi frontale. Les premières heures deviennent alors un test de cohésion interne. Chacun prend la mesure de l'ampleur logistique du basculement engagé. Très vite, les réactions occidentales se multiplient. Plusieurs gouvernements européens dénoncent un sabotage mettant en danger la stabilité du Sahel. Le FMI gèle un prêt essentiel à la modernisation hydraulique. Des entreprises annoncent la suspension immédiate de leurs opérations, laissant un vide technique considérable. À l'opposé, dans les rues de Ouagadougou, l'atmosphère s'enflamme autrement. Des rassemblements surgissent, des étudiants prennent la parole, des quartiers entiers se mobilisent, portés par l'idée que l'arrêt des vannes constitue une réparation historique. Simultanément, des observateurs régionaux perçoivent une inflexion plus profonde. Ce qui se joue n'est pas une simple fermeture, mais une redéfinition du rapport entre un État africain et les structures qui l'ont longtemps encadré. Les jours suivants révèlent les premières fissures matérielles. Le retrait des opérateurs étrangers laisse des systèmes incomplets, parfois instables. Les équipes burkinabées doivent improviser, reconfigurer, reconstruire. Les modules dépendants de serveurs européens doivent être remplacés ou contournés. Les circuits d'irrigation doivent être stabilisés. Les stations de pompage doivent être adaptées. Cette phase est complexe, tendue, parfois chaotique, mais elle offre aussi un espace inédit pour l'innovation locale et les compétences nationales. Parallèlement, les institutions internationales publient des projections alarmistes. Ralentissement économique, risque de pénurie, tensions régionales accrues. Toutefois, ces analyses contrastent fortement avec l'état d'esprit observé sur le terrain. Un sentiment de cohésion, inattendu mais puissant, se cristallise. Beaucoup considèrent que les difficultés immédiates constituent un prix nécessaire pour une autonomie future. En ajoutant une autre perspective, cette cohésion ne se limite pas au discours. Des initiatives communautaires apparaissent. Des réseaux de solidarité entre quartiers renforcent l'approvisionnement, des ingénieurs locaux proposent des solutions temporaires, parfois ingénieuses. Le pays, confronté à la contrainte, active des ressources internes longtemps sous-utilisées. Au terme de cette séquence, une évidence se dégage. L'acte initial n'a pas seulement stoppé un flux d'eau, il a ouvert une phase politique nouvelle, dans laquelle la souveraineté hydrique devient
un levier de rééquilibrage national. Et à partir de là, la question reste ouverte pour la suite. Jusqu'où ce mouvement peut-il aller avant que pression extérieure et résilience intérieure ne s'opposent frontalement? Ce premier indicateur, déjà mentionné dans les dossiers techniques, devient la colonne vertébrale de l'explication économique. Il montre qu'une ressource vitale générait des revenus essentiels, mais que ces revenus échappaient au pays. Cette rupture expose un déséquilibre structurel né de décennies de contrats inégaux. Le deuxième chiffre, issu de dossiers datés de 2025, concerne les technologies d'irrigation. Et ça, une société européenne détenait les brevets structurants de l'ensemble du système hydrique national. Autrement dit, même les pompes, les logiciels, les capteurs reliés au barrage fonctionnaient sous licence étrangère. Cela signifie que la maintenance dépendait entièrement d'intermédiaires extérieurs. Cette dépendance technologique transforme l'arrêt du fleuve en révélateur d'une vulnérabilité profonde. Tant que les infrastructures reposaient sur des technologies verrouillées, le Burkina Faso ne pouvait ni adapter, ni rénover, ni sécuriser son propre réseau sans autorisation. Ce verrou empêchait toute autonomie technique réelle. Troisième indicateur, tout aussi déterminant, les données hydrologiques essentielles étaient collectées ou validées par des satellites étrangers. Cette information, longtemps confinée aux annexes des rapports institutionnels, met en lumière une dépendance informationnelle critique. Sans contrôle sur la collecte et la validation des données, le pays ne pouvait planifier ni anticiper. Les prévisions dépendaient d'un traitement extérieur constant. Cette externalisation du savoir hydrométéorologique équivalait à une délégation implicite du pilotage stratégique de l'eau. Et c'est précisément ce que la décision d'Ibrahim Traoré a cherché à renverser. Rétablir une maîtrise nationale sur les données qui conditionnent les récoltes, la distribution, la gestion des risques climatiques. Reprendre ces données revient à reprendre une partie essentielle de la souveraineté. Il est important de noter que ces trois indicateurs ne résultent pas d'erreurs ponctuelles, mais d'une architecture construite au fil des années. Ils dessinent la carte d'un système où flux financiers, technologies et informations formaient une chaîne unique de dépendance. La fermeture des vannes n'a donc pas créé la crise, elle en a révélé la structure. Et à partir de là, la perception internationale de la décision se comprend différemment. D'un autre côté, les projections publiées par certaines institutions internationales après l'arrêt du fleuve reposent sur ces mêmes indicateurs. Le gel du prêt du FMI n'est pas seulement un acte financier, il signale que la rupture remet en question un modèle économique antérieur. Les inquiétudes européennes ou américaines ne portent pas seulement sur la stabilité du Sahel, mais sur l'effritement d'un système postcolonial qui garantissait l'accès extérieur à une ressource stratégique. À l'opposé, à Ouagadougou, ces chiffres alimentent un tout autre récit, celui d'une population convaincue qu'une souveraineté hydrique authentique nécessite de supporter une phase de transition, même douloureuse. La prise de risque est perçue comme condition d'un rééquilibrage durable. Pour conclure, les trois données clés, recettes captées, brevets étrangers, données satellitaires, composent un triptyque qui explique la nécessité ressentie par Ibrahim Traoré. Elles ne sont pas de simples statistiques, mais des preuves d'un système dont la fermeture du fleuve a révélé les fondations. Et à partir de là, la question centrale se déplace: comment transformer cette rupture en architecture durable et maîtrisée? En parallèle, deux lectures opposées structurent le débat autour de la fermeture des vannes du fleuve Sahel, chacune s'appuyant sur des arguments solides et cohérents. Selon les partisans de la décision, les révélations concernant la captation de plus de 80% des recettes par des entreprises étrangères suffisent à justifier l'acte. Le fait que les technologies d'irrigation, pompes, logiciels, capteurs soient régis par des brevets détenus en Europe montre que le pays ne possédait même pas les outils techniques de gestion. D'un autre côté, la dépendance aux données hydrologiques traitées par des satellites étrangers constitue un angle encore plus inquiétant. Sans maîtrise de l'information, aucune autonomie stratégique n'est possible. En ajoutant une autre perspective, chaud fait un flux vital d'être contrôlé depuis l'extérieur revenait à accepter une vulnérabilité structurelle. Pour ce camp,
Mettre fin à ce modèle était inévitable, même si la transition comporte des risques immédiats. Les critiques, eux, voient dans l'arrêt du fleuve une décision précipitée. Ils soulignent que fermer les vannes sans alternative technique, prête, crée un vide opérationnel dangereux. Le gel du prêt du FMI alourdit la situation financière. La suspension des opérations par les entreprises européennes crée un manque d'expertise difficile à combler rapidement. Simultanément, plusieurs gouvernements occidentaux alertent sur une possible déstabilisation du Sahel, estimant que la décision menace un équilibre déjà fragile. Si l'on change de perspective, pour ce camp, la souveraineté est un objectif légitime, mais la méthode employée risque de fragiliser l'approvisionnement en eau, les infrastructures hydriques et la position diplomatique du pays. Mis en parallèle Haïla-Plouin, un constat s'impose. Les preuves révélées démontrent clairement la profondeur de la domination étrangère et donnent un fondement solide au choix de rompre. Cependant, les critiques soulignent des risques réels. Isolement international, pression financière, défis techniques. À partir de là, une conclusion nuancée se forme. La décision est compréhensible et justifiée dans son intention, mais elle engage un pari exigeant dans un environnement régional et diplomatique instable. Un basculement silencieux surgit. Au cœur de la séquence déclenchée par l'arrêt du fleuve, un élément nouveau apparaît. La création d'une autorité fluviale nationale annoncée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pour beaucoup d'observateurs étrangers, cette évolution semble n'être qu'un symbole institutionnel. Pourtant, Sangsang, elle marque une rupture structurelle profonde. La gouvernance du fleuve Sahel cesse d'être fragmentée entre acteurs privés extérieurs et accords hérités pour se recentrer dans une structure étatique unique. Il est important de noter que cette consolidation change la nature même de la décision initiale. L'arrêt du fleuve, d'abord perçu comme un geste ponctuel, devient le premier acte d'un cadre durable. Les inquiétudes internationales se déplacent en fait. Il ne s'agit plus seulement de réagir à la fermeture des vannes, mais d'évaluer la portée politique d'une architecture institutionnelle qui pourrait réduire l'influence extérieure sur une ressource stratégique. En ajoutant une autre perspective, à l'intérieur du Burkina Faso, les manifestations de soutien évoluent elles aussi. De simples réactions émotives, elles se transforment en un mouvement autour de la justice hydrique, de la souveraineté et du refus d'un héritage historique jugé pesant. À partir de là, la dynamique se transforme. La rupture cesse d'être un moment isolé et devient un cadre structurant. Dans les rues de Ouagadougou, comme dans plusieurs villes du pays, l'effet immédiat se mesure dans les réactions populaires. L'arrêt du fleuve n'est pas perçu comme une menace, ni une libération tardive face à des années de gestion extérieure. Les marchés, les écoles et les quartiers populaires expriment un même sentiment. Une ressource vitale semble enfin revenir chez elle. En parallèle, les communautés rurales, particulièrement exposées aux variations techniques imposées par des opérateurs étrangers, accueillent la décision comme une rectification attendue. Le geste politique impulsé par Ibrahim Traoré devient une fenêtre de rééquilibrage symbolique, même si chacun sait que la transition sera exigeante. En ajoutant une autre perspective, ce soutien intérieur, loin d'être abstrait, nourrit une cohésion qui agit comme amortisseur face aux tensions extérieures. Le retrait abrupt des entreprises européennes laisse un vide opérationnel tangible. Les ingénieurs burkinabés doivent intervenir rapidement pour stabiliser les barrages, réorganiser les circuits d'irrigation et adapter les modules dépendants de serveurs étrangers. Cette phase expose les fragilités du système, mais révèle aussi un potentiel longtemps sous-estimé, la montée en compétences nationales. Il est important de noter que la crise technique devient une opportunité. Les équipes locales développent des solutions temporaires, improvisent des contournements et amorcent une reconstruction progressive d'un réseau hydrique réellement autonome. D'un autre côté, l'absence d'appui extérieur rend chaque avancée lente, parfois précaire, mais renforce l'idée que la souveraineté hydrique est un chemin plus qu'un événement. À l'étranger, les réactions se diversifient. L'Union européenne, les États-Unis et plusieurs institutions financières expriment leurs préoccupations quant à la stabilité régionale. Le gel d'un prêt du FMI et la suspension de certains investissements traduisent la crainte de voir d'autres pays africains suivre la voie ouverte par le Burkina Faso. A l'inverse, le geste d'Ibrahim Traoré est lu comme un précédent.
Si un État choisit de reprendre sa ressource vitale malgré les pressions, d'autres pourraient s'inspirer de ce modèle. À partir de là, la décision burkinabé devient un point de tension diplomatique, révélant l'affrontement entre un désir de souveraineté nationale et un système international désormais mis au défi. À l'échelle régionale, le Burkina Faso acquiert une visibilité nouvelle. Le Mali, le Niger et d'autres États du Sahel observent de près les conséquences de la rupture. Certains y voient un acte de courage susceptible de redéfinir les rapports de pouvoir. Simultanément, d'autres redoutent les sanctions et la pression diplomatique accrue qui pourraient fragiliser un environnement déjà instable. Cependant, une réalité persiste. L'arrêt du fleuve Sahel dépasse le cadre strictement hydraulique. Il devient un symbole politique, un révélateur de dynamique post-coloniale et une invitation à repenser la gouvernance régionale des ressources stratégiques. Pour conclure, Trukisan Jedouan Tiepteo, un constat s'impose. Les effets de la décision se diffusent dans toutes les directions. Vie quotidienne, infrastructure, diplomatie, région. Et chacun de ces espaces montre que la rupture initiée par Ibrahim Traoré ne se limite pas à l'eau, ni à la manière dont un pays choisit de se tenir debout. Dans ce scénario réaliste, le Burkina Faso parvient progressivement à absorber les effets du gel du prêt du FMI, du retrait des entreprises européennes et des inquiétudes diplomatiques. Les programmes d'infrastructures lancés au lendemain de la rupture commencent à produire des résultats visibles. Plusieurs stations de pompage sont remises en service, les circuits d'irrigation stabilisés et les équipes nationales renforcent le contrôle local sur les données hydrologiques. Il est important de noter que des partenariats africains, observés dès les premières semaines, se structurent pour fournir un appui technique ciblé, notamment en matière de remplacement des modules dépendants de serveurs étrangers. D'un autre côté, la croissance économique reste fragile, mais une cohésion intérieure solide atténue les secousses et empêche l'instabilité sociale de s'installer. Dans le scénario le plus favorable, l'acte du Burkina Faso devient un catalyseur régional. Plusieurs États du Sahel, confrontés à des mécanismes similaires de dépendance structurelle, entament une réévaluation de leurs propres accords hydriques ou énergétiques. Parallèlement, l'Union africaine accélère la mise en place d'un cadre de coopération hydrique. Échange de technologies, mutualisation des infrastructures, partage des données et consolidation d'une gouvernance régionale. En ajoutant une autre perspective, les investissements intra-africains gagnent en importance, remplaçant partiellement les financements occidentaux suspendus. Le Burkina Faso transforme ainsi une crise apparente en opportunité stratégique et devient un modèle continental d'autonomie progressive. À l'opposé, plusieurs institutions internationales pourraient durcir leur position. Nouvelles sanctions, suspensions prolongées des investissements, restrictions supplémentaires sur les aides multilatérales. Dans ce contexte, le pays serait confronté à des pénuries de biens essentiels, à une inflation rapide et à un retrait plus large de partenaires extérieurs. Les tensions internes risqueraient de s'accentuer, en particulier si les infrastructures hydriques ne sont pas stabilisées à temps. Simultanément, la fragilité régionale du Sahel pourrait favoriser des ingérences extérieures, parfois par le soutien indirect à des groupes d'opposition cherchant à déstabiliser le gouvernement. Piste de réflexion. Si l'on change de perspective, quelle que soit la trajectoire retenue, une constante demeure. La souveraineté hydrique n'est pas un moment, ni un processus. Les semaines à venir détermineront si la rupture initiale devient un socle ou demeure une brèche difficile à combler. Pour les habitants, la reprise du fleuve Sahel se lie avant tout à travers des besoins concrets. Accès régulier à l'eau, stabilité des infrastructures, continuité des activités agricoles ou domestiques. Ce public cherche des réponses pratiques. Ils veulent savoir si la transition permettra une vie plus stable ou si les perturbations techniques vont prolonger les difficultés quotidiennes. En ajoutant une autre perspective, la question n'est pas seulement politique. Elle touche la routine, les récoltes, la santé des familles et la capacité des services publics à tenir sous pression. Parallèlement, néo-spectateurs africains voient dans l'arrêt du fleuve un cas d'école sur la souveraineté des ressources. Ils scrutent la réaction des institutions internationales, les signes d'un rééquilibrage régional et l'évolution du rapport de force entre États du Sahel.
D'un autre côté, Echo s'interroge, cette rupture deviendra-t-elle un modèle ou s'arrêtera-t-elle simplement comme une exception ? Cette lecture dépasse la seule hydraulique. Elle touche à la dignité, à la mémoire coloniale, à l'idée que les nations africaines peuvent reprendre la main sur leurs ressources stratégiques. Pour ceux qui observent depuis l'extérieur du continent, l'événement devient un miroir de débats globaux. Dépendance technologique, contrôle des données, fragilité des chaînes vitales et tensions géopolitiques. Il est important de noter que ce groupe cherche surtout à comprendre les implications à long terme. Comment un pays gère-t-il un système hydrique autrefois conçu pour fonctionner sous supervision étrangère ? Quels en seront les effets sur la stabilité régionale ? Mis en parallèle, certains y voient une histoire morale, un peuple qui tente de se tenir debout et de redéfinir son rôle dans le monde. Pour conclure, pour que la rupture initiée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré devienne un processus durable plutôt qu'un moment fragile, Molotrin Rorin, qu'un de Tietlab veut Tungbuk Dolion-Kute, Muktiochung, Tuenhua Chukwen Hydrique, Tanmo Kochuk Van Hanyonding, Kokhanang Chongchiu Chuk Ap le Kokte va Biendong Kitwat. Les barrages, stations de pompage et de circuits d'irrigation doivent être remis en état par des équipes nationales. Il s'agit d'éliminer progressivement les modules encore dépendants de serveurs étrangers et de sécuriser les systèmes essentiels. Indicateurs de mesure. Le niveau de fonctionnement stable des stations de pompage et le nombre d'équipements remplacés. Le Burkina Faso peut proposer une gouvernance commune avec le Mali, le Niger et d'autres États du Sahel. Une structure régionale réduirait les tensions frontalières et renforcerait la confiance. Indicateurs de mesure. Le nombre d'accords techniques signés et la fréquence de partage des données hydrologiques. Les populations rurales et urbaines doivent être associées à la gestion de l'eau, comités locaux, programmes de suivi, dispositifs d'alerte. Indicateurs de mesure, le degré de stabilité de l'accès à l'eau dans les zones sensibles. Pour réduire l'effet des sanctions ou retrait d'investissements, le pays doit renforcer l'agriculture durable, les services et la production intérieure. Indicateur de mesure, le taux d'autonomie dans les chaînes d'approvisionnement essentielles. Un mécanisme de suivi permettant de mesurer les progrès, données hydrométéorologiques nationales, performance des infrastructures, fiabilité de la chaîne de distribution de l'eau, indicateur de mesure, la capacité d'opérer sans dépendance à des partenaires étrangers. Pour conclure, à partir de là, cette feuille de route offre une orientation claire, transformer l'acte de rupture d'Ibrahim Traoré en une base durable pour une véritable souveraineté hydrique solide. Lorsque l'on revient aux premières heures de la rupture, deux figures discrètes réapparaissent naturellement. L'ingénieur d'Ouagadougou, penché sur des systèmes verrouillés depuis l'étranger, et la commerçante, dont chaque journée dépendait des variations d'eau décidées hors de son quartier. Ces deux trajectoires ordinaires ont révélé, chacune à leur manière, ce que signifiait réellement l'arrêt du fleuve. Parallèlement, la décision portée par Ibrahim Traoré n'a pas seulement touché des infrastructures, elle a déplacé quelque chose de plus intime, la sensation qu'un pays pouvait enfin réaffirmer sa place dans son propre destin. A l'inverse, ce ne sont ni les communiqués diplomatiques, ni les analyses techniques qui résument le mieux cette séquence. Nyungla où elle s'incarne, une boutique qui rouvre, Mokwok Trotuyen yeux les voisins, un quartier qui découvre qu'un fleuve longtemps lointain est soudain devenu un enjeu collectif. Il est important de noter que ces instants ordinaires forment un motif persistant. Ce qui commence comme un acte technique se transforme en Luanak Rang Shukian Krongchi Latinsak, Makan la Famza. Et à un moment décisif, un peuple tient debout lorsqu'il retrouve la maîtrise de ce qui le fait vivre. Au moment de refermer cette séquence, une évidence s'impose. L'histoire du fleuve Sahel dépasse largement la question de l'eau.